Namari et Meldoniard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, encore une fois concernant la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, tout ça. Parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. Amazon Prime n'arrête pas de révéler des trucs constamment. Enfin là c'est pas Amazon Prime mais c'est Variety pardon qui vient de nous lâcher de nouvelles images. De nouvelles images justement sur la série, de nouvelles photos promotionnelles pour la série, promotionnelle ou pas. C'est pas Variety, c'est Vanity Fair. Oui, Vanity Fair, j'arrive pas à faire de merde. C'est qui a fait un cross-posting d'infos avec Lord of the Rings parce qu'à mon avis personne voulait les supporter. Et Vanity Fair c'est un magazine totalement féminin, autant te dire que c'est pas du tout la cible de la série de base. Oui, bon, c'est une information que je n'avais pas. Bonsoir Sonat, comment tu vas du coup? Actuellement à votre écran, un Gaël en train de bugger. Ah, mais je deviens dingue moi. Faut la laisser faire l'intro. Non mais ça va, oui. Oh. Mais du coup, le YouTube, juste avant, bien entendu, je vous invite à commenter quand les trucs, quand je vous pose des questions de ça, si vous avez des choses à dire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes les images actuellement. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que croyez-moi, je vais constamment mettre des vidéos sur la chaîne YouTube concernant justement tout ça. Bon, la plupart du temps, ça sera des rediffs Twitch, mais Twitch. Donc n'hésitez pas à faire ça et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. De toute façon, tout est en description, je le rappelle. Il y a les faire envoyer. Hello tout le monde, salut une Fennec. On fait aller et toi? Eh ben ça va bien, je suis juste en pleine... je deviens fou en ce moment avec tout ce qui se passe depuis 14 heures. Donc du coup, effectivement, comme disait madame, c'est que c'est donc le magazine Variety Fair qui est effectivement, il semblerait, les seuls qui ont accepté de partager des photos et de parler du truc là, de la série, qui a partagé ça à 14 h, à 14 h sur leur réseau, que ce soit sur Instagram, leur Twitter, Facebook, tout ça. Et ils nous ont lâché tout un tas de photos, d'images de la série. Donc beaucoup d'entre elles sont des images du coup promotionnelles, bien entendu, pour dire bah voilà, on a la série, il y a tel truc qui sont présents. On va faire un truc simple, c'est que on va faire des photos les moins énigmatiques jusqu'aux images les plus intéressantes, avec chacune des informations qui va les concerner. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir la dernière image qui du coup concernera des personnages relativement intéressants. Donc on va commencer par les trucs simples. Déjà, c'est déjà on va aller sur le site de Variety. Ouais, sur le site de Variety, donc bon, tout est en anglais, donc je vais essayer de faire un maximum pour essayer de traduire à peu près correctement avec mon anglais à chier, même si je suis plutôt content, je m'en sors plutôt bien. Et on va faire un truc, ça sert ça. Voilà, je suis une merde, j'ai la flemme de traduire finalement, donc on va faire ça en mode nique ta mère. Voilà, oui, je dis les gros mots, je m'en fous, je vous emmerde. Vive les poules, vive les trucs. Voilà. Alors, de compte. Oh mon dieu. Donc, tac. Donc, on va commencer avec le début, justement, de ce qu'ils disent. Donc, on va analyser tout ce qui est dit dans l'article, tout ça, parce que bon, il y a pas mal de choses. Vous remarquerez, voilà, il y a beaucoup de trucs à dire. Donc, on va commencer avec cette image-là. Donc voilà, on commence avec une image justement représentant Morphy Clark, donc l'actrice qui incarnera justement Galadriel dans la série, qui justement surgit de la flotte. Donc, je suppose que ça va certainement être une image une photo qui a dû être prise exprès pour justement pour apprécier. Prends Deep L, ça traduit mieux, espèce de feignasse. Deep L. Ah ouais, Deep L, il dit. Deep translate the world most accurate translator. Ah bon, eh ben on va voir hein. De toute façon, en fait, non, concrètement, même Google Translate, il est vraiment très bien parce que entre l'anglais et le français, vu que ce sont des langues qui sont très utilisées dans le monde, tout ça, donc il n'y a pas trop de problème au niveau de traduction en général. Mais bon, on va aller sur DeepL, comme dit monsieur. Donc du coup, voilà, on a beaucoup de choses. Donc ça, cette image-là, je pense que c'est une image promotionnelle. Bonsoir à toi, Ivaliam, comment ça va? Les images ne m'ont pas rassuré personnellement. On va analyser ça ensemble. Vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, effectivement, donc Morphy Clark justement dans la flotte qui joue Galadriel, hein, donc à mon avis soit c'est une image tirée directement de la série, même si je pense que c'est plutôt une image promotionnelle. Donc ce que nous dit déjà la première partie, donc Amazon Lord of the Rings series rises inside the raid, bref la série Seigneur des Anneaux d'Amazon
est en train de naître, machin, est en train de s'élever à l'intérieur de l'anneau de pouvoir. Donc ce que ça nous dit pour le début pour ce que ça nous dit pour cette première partie, ça nous dit simplement que le monde de Galadriel est une mer déchaînée, loin de la reine elfe sage et éthérée que Cate Blanchett a incarnée dans les célèbres films de Peter Jackson. La Galadriel jouée par Morphy Clark dans la prochaine série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, est plus jeune de plusieurs milliers d'années, aussi colérique et effrontée qu'intelligente, et certaine que le mal se rapproche plus que quiconque ne le pense. En même temps, la machine a 6000 ans de moins si on commence vraiment au début du second âge. Parce que je rappelle, hein, je rappelle que qu'on appelle ça, la série se passe au minimum 6500 ans auparavant. S'ils commencent en l'an 0. Parce que je pense qu'ils commenceront peut-être un peu plus tard, en sachant qu'on risque d'avoir pas le flashback et de trucs concernant justement les premières choses. On sait d'ailleurs que le premier épisode aura comme nom Shadow of the Past, donc les ombres du passé. Ça c'est le nom du premier épisode. On sait qu'il y aura beaucoup de nouveaux personnages créés pour la série, qu'il n'y aura pas des hobbits mais des Harfoots, donc des forts en fait. Si je me trompe pas, c'est ça, c'est Harfoots, c'est le clan des forts. Ou corrigez-moi si je me trompe en commentaire, hein, les gens, ou dans le chat là. Harfoots, donc ce sont des ancêtres lointains des hobbits, donc peut-être qu'on verra déjà une première séparation. Après le truc c'est que ce que je me demande c'est que qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec les hobbits, en sachant que ceux-ci déjà de base ne bougent pas vraiment dans l'ouest avant le troisième âge, et que dans le second âge on n'a pas d'informations sur eux. Mais bon, rappelons que Amazon n'a que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, donc ils vont devoir extrapoler beaucoup. On sait qu'il n'y aura pas de Sauron, il n'y aura pas le Seigneur des Ténèbres dès le début de la série, donc ça veut dire qu'il va être amené au fur et à mesure, ce qui me paraît tout à fait logique, parce que dans les livres justement, dans les livres, Sauron, on commence à entendre parler de lui vraiment enfin du moins les peuples libres commencent à entendre parler de lui aux alentours de l'an 1000. De l'an 1000 jusqu'à 1500, jusqu'à ce qu'il soit justement accepté par les elfes d'Eregion, donc le fameux Gwaith Imirdain, la confrérie des maîtres joailliers et forgerons de l'Eriador, dirigé par l'elfe Celebrimbor, donc en plein milieu du second âge, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on entend parler. On sait aussi qu'il n'y aura pas de violence ni de sexe à la Game of Thrones. Donc on a la violence, tout ça, mais telle qu'on la voit, je pense, telle qu'on la voyait notamment dans les adaptations de Peter Jackson pour la série. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en mode ouais c'est cool, on n'aura pas de sexe machin. Alors de la nudité, il est probable qu'on ait de la nudité, parce qu'en Terre du Milieu il y a de la nudité, ça oui, on le sait. Que ce soit au premier âge, deuxième ou troisième âge, on sait qu'il y a de la nudité, mais il n'y aura pas d'actes sexuels à proprement parler, comme on en voit effectivement dans la série Game of Thrones. Et effectivement, au niveau violence, ce ne sera pas aussi gore, aussi violent que Game of Thrones. Donc on va quand même rester sur un truc relativement, si on veut, chevaleresque. Enfin, un truc Seigneur des Anneaux, quoi. Univers du Seigneur des Anneaux. Du coup, ce que ça continue de dire... dès le deuxième épisode, machin colérique, effrontée qu'intelligente, et certaine que le mal se rapproche plus que quiconque ne le pense. Dès le deuxième épisode, ces avertissements l'ont fait partir à la dérive, au sens propre comme au figuré, jusqu'à ce qu'elle doive lutter pour sa survie sur un radeau dans les mers déchaînées de l'océan Indien. Indien? Quoi? Alors c'est quoi la traduction? De l'océan, attendez, je revérifie la traduction. Thundering Seas, dans les océans du coup, alors Thundering, c'est quoi déjà ce mot là, Thundering? C'est l'océan Indien, mais c'est septentrional, un truc dans le genre. Donc, on regarde ça. Tac. Thundering. Fracture, c'est Thunder. Séparé, donc jusqu'à l'océan séparé. Donc à mon avis, il y a des chances qu'elle doive se taper une tempête. Ce qui serait bizarre. Le Saint-Gange en terre du milieu, c'est ça. Bah, il y a une image justement qui vous montre ça. Donc du coup, on va regarder l'image qui concerne ça en même temps. Tac. Voilà, donc c'est cette image-là. Qui représente justement, il semblerait, Galadriel et le personnage, un nouveau personnage qui s'appelle du coup, dont j'ai oublié le nom, qui s'appellera, donc on continue, avec, dans l'océan septentrional machin, aux côtés d'un naufragé mortel nommé Halbrand, donc représenté justement par ce type-là, ici. On verra une image après de ce gars-là. Je vous montrerai une image après. Je l'ai trouvé très lissé, dans la même veine de tout ce qu'on voit en ce moment. Puis il manque de contraste, trop shiny. Après 7 du proportionnel, donc c'est normalement pas le résultat final. Oui, normalement c'est pas le résultat final. Donc effectivement, quand on regarde les images qui paraissent très épurées, voilà, tout paraît très épuré. Donc je passe très rapidement sur les images. On reviendra dessus au fur et à mesure.
Effectivement, les images sont très épurées, mais c'est pour, je pense, effectivement, la série, histoire de dire des choses, enfin, pour que ça change. Donc voilà. Donc je continue. Donc qui est dans machin, un nommé Halbrand, qui est un nouveau personnage introduit dans la série. Galadriel se bat pour l'avenir, Halbrand fuit le passé. Donc Halbrand c'est un personnage ajouté à la série. Hein. Leur destin entremêlés ne sont que deux des histoires tissées ensemble pour une série télévisée qui si elle fonctionne, pourrait devenir un phénomène mondial. Bah, c'est déjà un phénomène sans même déjà que la série existe. Si elle échoue, elle pourrait devenir un récit édifiant pour tous ceux qui, pour citer J.R.R. Tolkien, se lancent dans des recherches trop gourmandes et trop profondes. Tu m'étonnes, les bouquins, il y a beaucoup de trucs à dire. La série d'Amazon, qui débute sur Prime Video le 2 septembre, n'est pas basée sur un roman de Tolkien à proprement parler, mais sur la vaste histoire qu'il a exposée dans les annexes de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Les 5 saisons coûteront probablement au studio bien plus d'1 milliard de dollars. Ce genre de budget pourrait décimer la plupart des autres studios, mais Tolkien, comme les voyages dans l'espace, est une obsession personnelle du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui compte parmi les personnes les plus riches du monde. Il s'agit d'un projet commercial coûteux qui lui permettra de créer la série télévisée la plus chère et la plus élaborée jamais réalisée. Bien que Jackson ne soit pas lié au projet, ses films ainsi que leurs successeurs spirituels, Game of Thrones, ont prouvé qu'il existe un public massif pour la fantasy immersive. Bien sûr, nombreux sont ceux qui essayent de capter ce public, mais on peut prospérer. Donc on sent très bien que là l'article de Variety est quand même fait de certaines éloges envers notre bon caillou Jeff Bezos. Toujours l'argent, non, n'exagérons pas quand même. Et pourquoi ça peut aller hein par contre, Elrond, ouf, j'arrive pas à me faire à ce visage, je le voyais pas comme ça étant jeune. Oui, alors quand même, l'acteur, c'est sûr que l'acteur qui joue Elrond, c'est différent. Ça change, c'est sûr, c'est pas Hugo Weaving, c'est comme l'actrice qui joue Galadriel, mais en fait Clark, ça change aussi. Mais c'est une adaptation, donc on a de nouveaux acteurs, de nouveaux visages qui vont représenter ça. Je vous rappelle quand même que ne serait-ce que le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ce n'était déjà pas la première adaptation qui existait. Je tiens à vous rappeler pour cela les adaptations de Ralph Bakshi, qui sont un mélange de dessin animé et de rotoscopie. Et oui, donc il y a eu d'autres trucs avant. Ah bah oui, là c'est très différent. Oui, mais c'est très différent, ça, forcément. Ça évolue. C'est choses différentes. On va en discuter au fur et à mesure du temps. Donc on va continuer le reste de leur article, où ils disent, en raison de l'immense richesse de Bezos, c'est parti, les anneaux du pouvoir est en effet moins un risque financier qu'un risque de réputation. Amazon doit prouver définitivement qu'elle est capable de produire des émissions de prestige géantes. Et avec cette série, elle court le risque supplémentaire de modifier et d'élaborer le canon d'un conteur bien aimé. Les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne, donc je vous montre, on va regarder une photo d'eux d'ailleurs. Et J.D. Payne, donc voilà, Patrick McKay et J.D. Payne, je sais pas lequel qui est qui. Voilà, qu'on voit justement sur une des photos, sur une des images qui avait été leak. Oui, j'ai vu, et c'est concept comme adaptation, oui. Donc voilà, donc eux sont terriblement conscients de la pression, tu m'étonnes. Leur série jonglera avec 22 stars et de multiples scénarios, depuis les mines naines des monts brumeux jusqu'à la haute politique du royaume elfique de Lindon, en passant par la puissante île des humains, donc Númenor, semblable à l'Atlantide. Ça oui, tout à fait. Tout cela se concentrera finalement autour de l'incident qui donne son nom à la trilogie, La Forge des Anneaux, donc du coup The Rings of Power, dit McKay. Enfin, The Forging of the Rings, voilà, dit McKay. Des anneaux pour les elfes, des anneaux pour les nains, des anneaux pour les hommes, et enfin l'anneau unique que Sauron a utilisé pour les tromper tous. C'est l'histoire de la création de tous ces pouvoirs, d'où ils viennent, et ce qu'ils ont fait à chacune de ces races. La question qui a motivé la production, ajoute-t-il, était la suivante. Pouvons-nous proposer le roman que Tolkien n'a jamais écrit, et le faire sous la forme d'une série de méga événements qui ne pourraient se produire que maintenant. Pour se produire que maintenant. Alors je te l'avais dit que Deep L ça marchait bien. Ouais, il y a quand même des trucs chelous au niveau des traductions hein, quand on réfléchit. Donc effectivement, de ce que ça nous dit, voilà, donc ils veulent vraiment raconter l'histoire de la fabrication des anneaux de pouvoir. De toute façon, vu le titre de la série, ça m'étonne pas. The Rings of Power, ça me paraît logique. Donc, on continue le texte. La survie de Galadriel en mer n'est pas seulement un point crucial de l'histoire au début de la série. Les showrunners s'en souviennent comme d'un moment charnière sur le plateau en Nouvelle-Zélande en 2020. En mars 2020, Morphine était à quelques jours d'être Galadriel, ce qui est probablement terrifiant, dit McKay. Elle est dans l'eau, il y a beaucoup d'effets visuels, il y a de la musique et de la lumière, mais malgré la scène capitale qui se déroule devant eux, l'équipe de l'émission était rivée sur son téléphone. En 45 minutes, la nouvelle s'est répandue que dans l'Australie voisine, Tom Hanks avait contracté le Covid, que la NBA avait annulé sa saison et que l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré une pandémie mondiale. Ah oui, c'est au moment où ils ont commencé les tournages.
Machin, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir tout arrêter, raconte paquet, la panique c'est machin. Bref, on s'en fout, ça raconte comment ils ont essayé de survivre, on va dire, par rapport à tout ce bordel qu'est cette pandémie qui n'en est plus vraiment une. Mais bon, passons. Mais un par un, l'équipe a posé son téléphone, tout le monde se pressait autour du moniteur alors que nous faisions ce gros plan où le visage de Gadriel remplit l'écran, où elle pleure, où elle décide « Je dois me battre ». Dit McKay. Dès que la scène s'est terminée, le plateau d'enregistrement s'est mis à applaudir. C'est un parfait exemple de la façon dont Tolkien et la Terre du Milieu vous trouvent, même dans les moments les plus sombres, les plus incertains, déclare Payne. Quel que soit le chaos qui les attendait, ils avaient enfin le sentiment d'être sur la bonne voie. Les 3 premiers épisodes que Variety faire, du coup, a vu suggère qu'ils étaient la série, qu'ils l'étaient. La série est un mélange somptueux et fascinant d'intrigues, de palais, de magie, de guerre et de mythologie. Il y a suffisamment de mystère pour alimenter un millier de podcasts. Certains personnages seront familiers et constitueront l'attraction initiale lorsque les téléspectateurs verront leur destin légendaire se dérouler. Mais les tout nouveaux visages pourraient bien devenir encore plus intéressants car leurs destins ne sont pas écrits. En même temps, vous faites une série avec des personnages qui sont totalement inexistants. C'est sûr que derrière, ça va intriguer les gens. Voilà. Donc du coup, on va... Bon bref, on sait que du coup il va y avoir pas mal de petites choses. Ça va être relativement intéressant. Donc je vais continuer à lire tout le bordel. Et après on fera analyse d'image par image. Donc effectivement, je pense que la vidéo sur YouTube, je la séparais en plusieurs trucs. Alors auparavant, cette partie de l'histoire était surtout connue sous forme de ruines. Après le succès de son histoire pour les enfants en 37, le Hobbit, Tolkien s'est de nouveau intéressé à un volume d'histoire à Terre du Milieu que ses éditeurs ont rejeté. Donc le Silmarillion, là il parle du Silmarillion. Ainsi, alors que la Deuxième Guerre mondiale de son vivant faisait rage autour de lui, Tolkien a conçu une aventure mettant en scène des êtres issus de sociétés très différentes qui mettent de côté leurs différends pour éradiquer un mal dominant. Il s'agit bien sûr du Seigneur des Anneaux, oui, le Seigneur des Magnos. Lord of the Ringard, si vous ne connaissez pas cette histoire, allez l'écouter, je l'ai actuellement sur la chaîne YouTube. Clin d'œil, clin d'œil. Dans cette histoire, une troupe improbable s'aventure au Mordor pour détruire l'anneau de Sauron. En chemin, Tolkien voulait que les personnages traversent un paysage marqué par les vestiges des nombreuses civilisations et batailles qui les avaient précédées. Après tout, leur voyage n'avait pas pour but d'affronter un nouveau danger, mais d'éradiquer un danger ancien, un fléau malveillant qui tourmentait la Terre depuis des lustres. Tolkien a imaginé des royaumes entiers, puis les a fait disparaître pour les mettre en contexte. Effectivement, ça c'est ce que du coup on a notamment dans le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, tout ça. Et le Hobbit. Donc on va... ce qu'on comprend c'est qu'ils vont nous faire quand même une sacrée interprétation, on va avoir pas mal de trucs assez intéressants. L'effet a fonctionné presque trop bien. Après la publication de la Communauté de l'Anneau et des 2 tours respectivement en juillet et novembre 54, les lecteurs sont devenus obsessionnels. La plupart des gens veulent plus et mieux de cartes, écrivait Tolkien à un ami en 1956. Les musiciens veulent des airs et des notations musicales, les archéologues s'interrogent sur la céramique, la métallurgie, les outils et l'architecture, les historiens exigent plus de détails sur la structure sociale et politique. Pour leur donner tout, Tolkien a informé son éditeur, il faudrait un livre au moins de la taille du tome 1. Et ça s'appelle le Silmarillion, plus ou moins. Donc là, c'est ce que je lis. Donc effectivement, je vous avoue que je lis un peu vite, mais bon. Au lieu de cela, empruntant à son Silmarillion rejeté, il a condensé des milliers d'années d'histoire d'environ 150 pages de post-scriptum connu sous le nom d'appendice. Alors justement, c'est ce qu'on a dans le Seigneur des Anneaux, donc dans ce bouquin-là. Voilà, donc ça c'est la version pocket, hein, bien sûr. Mais effectivement, à la fin du bouquin, on a quelques dizaines de pages. Je revérifie le nombre de pages, bien sûr. On a combien de pages en tout qui on parle de ça? Donc voilà, donc les appendices qui font effectivement... Non, 1356... Dans la version pocket, ça fait une quarantaine de pages. Mais voilà, donc effectivement, qui auront justement la plupart des informations. Salut Farlock, comment ça va? Ça fait un petit moment? Comment ça se passe? Respire mec, respire. Je suis en pleine extase. Cette nouvelle version du livre est vraiment pas mal, je trouve. Bah là, c'est la version pocket, ça. Donc du coup, on continue. Ces chronologies, généalogies et notes sur la langue et la culture sont devenues si importantes pour Tolkien qu'il a même retardé la publication du dernier livre, Le Retour du Roi, pour les compléter. Et ça, c'est vrai. Il joue un rôle majeur dans la production de l'effet total, expliquait Tolkien à un éditeur étranger en 61, produisant le sentiment irrésistible de réalité historique. Après la mort de Tolkien, son fils Christopher, paix à son âme qui est mort l'année dernière, a pris les rênes du domaine et s'est montré célèbre pour sa protection, voire son intransigeance vis-à-vis des adaptations de l'œuvre de son père, craignant la commercialisation à tout bout de champ.
ce qui malheureusement est en train d'arriver. Christopher n'aimait vraiment pas le Seigneur des Anneaux et la glorification de la violence pour elle-même, explique Michael Drood, spécialiste de Tolkien et professeur au Wheaton College. Il est né en 1924 et les grandes franchises de films à effets spéciaux étaient donc pas quelque chose qui l'intéressait. Si son père n'avait pas vendu tous les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour payer les droits de succession, je ne pense pas que Christopher les aurait vendus. Effectivement, je rappelle que du coup là, un truc qui a popé, sur les réseaux depuis hier, c'est que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ainsi aussi, il semblerait, de ce que j'ai vu, ainsi aussi du Silmarillion, sont actuellement en vente pour un minimum de 2 milliards de putains de dollars. Et Hollywood actuellement en ébullition. Les seuls acheteurs potentiels, c'est Amazon et Disney. Mais Disney, avec le rachat de la 20th Century Fox, je pense pas qu'ils aient assez de thunes. Mais en tout cas, des nouveaux films, peut-être des séries live action, animés, jeux vidéo, par attraction, produits dérivés, en tout genre. On risque de voir apparaître pas mal de trucs. Donc ça va être un sacré bordel. Tu vas devenir violet si tu respires pas et ça me ferait chier que tu meurs avant que je puisse te botter le cul à nouveau sur 40k. Bah écoute, ça va, mis à part que j'ai vu les dernières images de la série et mes yeux ont un peu pleuré. Du coup, j'ai bien pensé que tu ferais un live à ce sujet et me voilà. Et bah, tu avais raison d'être venu. Donc effectivement, on sait que là, il y a pas mal de petits trucs. Donc l'article, putain, mais l'article est sacrément long, nom de Dieu. Putain de mes couilles. Bon, on va continuer. Tac, on va continuer la lecture de ce bordel. Oui, monsieur chat, qu'est-ce que tu veux, mon chat? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des bisous? Alors, au fil des ans, Christopher Tolkien a laissé sur la table des enchères lucratives pour d'autres documents de la Terre du Milieu, mais en 2017, alors qu'il se préparait à prendre sa retraite, les Tolkien ont organisé une vente aux enchères surprenante. Ils vendaient les droits sur les impadices qui décrivaient ce que l'auteur avait appelé le deuxième âge de la Terre du Milieu, ainsi que toute référence à cette période dans le Seigneur des Anneaux lui-même. Si vous n'êtes pas à jour sur vos âges, le deuxième âge est, apparemment, une période de paix pour la Terre du Milieu après une ère d'horreur et de conflit. Le méchant dieu Morgoth, donc le plus puissant des Valar, qui a foutu un sacré bordel au premier âge et les âges avant, a été vaincu et son apprenti Sauron, donc c'est pas son apprenti, c'est son lieutenant, a disparu. Au début de la série, Galadriel traque les derniers vestiges de leurs collaborateurs qui ont coûté la vie à son frère. Donc ça c'est Fingon Felagund normalement, le frère en question, qui a justement été capturé et tué par Sauron dans ses cachots de Minas Tirith. Donc c'est pas la Minas Tirith du troisième âge, hein. C'est la Minas Tirith du premier âge, donc justement la tour du soleil, la tour forteresse qui était basée sur le Sirion, donc un des fleuves de la Terre du Milieu qui était au Beleriand, donc au premier âge. Salut Likin, comment ça va? Un chat qui a via son frère. Le troisième âge et les aventures de Frodon, Sam et la fraternité se profilent dans quelques milliers d'années. Tu m'étonnes, soit 3021 ans plus tard. Enfin 3000 ans minimum plus tard. Le prix de départ de la vente aux enchères de l'association de Tolkien était de 200 millions de dollars, ce qui n'aurait pas été impossible si l'industrie n'avait pas été obsédée par la recherche du prochain Game of Thrones. Et l'argent n'était pas le seul facteur décourageant. Une poignée de personnes sans âge, comme les elfes Gadriel et Elrond, pourraient apparaître dans la nouvelle série dans leur jeunesse, mais le studio qui le réaliserait devait... Bon bref, là il nous raconte bien effectivement tout un tas de trucs qu'on connaît déjà, à savoir qu'ils avaient un peu galéré pour avoir justement les droits de la série. On sait qu'on va voir Elrond, qu'on va voir Gadriel forcément parce qu'ils sont immortels. Moi ça va bien et toi? L'avantage potentiel cependant était un spectacle incontournable avec un public intégré qui pouvait pratiquement garantir la survie dans la grande guerre mondiale du streaming. HBO et Netflix faisaient partie des soumissionnaires, mais l'équipe Amazon de Bezos a remporté les droits pour 250 millions de dollars. Ça c'est voilà, là c'est un petit résumé qu'on a en fait. Amazon ne confiera pas le budget de la série, mais en plus de l'argent pour les droits, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a évalué les dépenses de production à 462 millions de dollars pour la seule première saison. Ce chiffre comprend la construction d'infrastructures qui seront utilisées dans les saisons ultérieures et a été compensé par un abattement fiscal de 108 millions de dollars. En revanche, la récente série fantastique d'Amazon, The Well of Time, aurait coûté 80 millions de dollars par saison. Si on tient compte de l'éventuelle campagne marketing mondiale et au coût des saisons suivantes, il ne fait aucun doute que The Rings of Power dépassera la barre du milliard de dollars. Bref, voilà, on sait des trucs. Yes. Yes.
Ça promet pour l'instant sur ce qu'ils disent. Mais en tout cas, on sent bien que Variety suce pas mal les couilles d'Amazon. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Wall of Time, aïe aïe aïe. Aïe quand même. Bah, je n'ai pas vu justement la route du temps. Donc je ne sais pas à quoi ça peut penser. J'ai vu des images. Et du peu que j'ai vu, ça pue. En vrai, les images de la série m'ont grave fait penser à Wall of Time. Et ça m'a fait chier. Bah peut-être parce qu'effectivement, il y a plus ou moins une certaine forme de continuité. Je pense. J'ai pas accroché du tout. Ça fait cheap de ouf. Bah on verra ça. On verra ça. On verra ça après. Tout comme Tolkien a confié sa quête à Frodon, Sake et Sam Sagas Gamgee, Amazon a choisi deux nouveaux menus improbables. McKay et Payne sont des amis de lycée du nord de la Virginie qui écrivent ensemble à Hollywood depuis 13 ans. Les Anneaux de pouvoir est leur première inscription créditée sur IMDB, donc je crois que c'est un studio ça. Ils le savent et cela les étonne aussi. Nous avons travaillé sur tellement de projets avec tellement de gens géniaux et passionnants qui n'ont jamais été réalisés et qui est réalisé machin. En fait c'est chiant ce passage là. Bref, ils nous racontent juste qu'ils ont créé plein de trucs. Présenter 50 heures. Ah putain, présenter 50 heures de télévision aux dirigeants d'Amazon et finalement à la famille Tolkien était difficile, mais ce n'était rien comparé à l'écriture et à la production et à la réalisation de la série. Tu m'étonnes. Patrick et moi nous regardons souvent dans les moments difficiles de la série et nous disons je suis content que tu sois avec moi Sam. Ils sont mignons. Bon, en tout cas, en résumé, le projet est assez balèze. Voilà ce qu'ils disent. On va passer un peu. Ouais, le projet est balèze. On sait que c'est la source comptage. On a plusieurs petites informations concernant les personnages. Merci du follow, Jkaz. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Du coup, bah, on va passer un peu tout ce bordel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de trucs. En tout cas, je vous invite le chat ou YouTube à regarder, à aller lire le truc de votre côté et vous amuser à le traduire et tout relire. De toute façon, je vous mets ça en lien sous la vidéo parce que je vous avoue que là, ça va être relativement chiant de tout lire. Donc, on va passer directement plutôt à l'analyse des images qui nous ont été dévoilées. Il y en a un total de... attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11, 12, 13. Un total de 13 images qui nous ont été dévoilées. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc du coup, on va commencer par les moins énigmatiques, bien entendu. Donc on a ça, cette image justement représentant du coup Patrick McKay et Machin Vane, qui vont justement... qui sont les showrunners de la série. Voilà, donc les showrunners de la série. Attendez, il faut que je revérifie un truc et qu'il me faut ça sous le nez. Machin. Donc du coup, je reverrai, il faut que je me recherche ça sous le nez. Donc Patrick Machin et Kay, truc mus. Donc c'est ça, les showrunners Patrick McKay à gauche du coup. Donc j'étais dans le bon côté. Donc à gauche et J.D. Payne à droite ici. Quand ils étaient en Nouvelle-Zélande pour justement sur le truc en train de faire justement la série, en train de préparer la série. Voilà. Ensuite, l'image qu'on a vue tout à l'heure représentant justement du coup Galadriel et le personnage de Halbrand que je vous montrerai juste après. Pardon, qui sont dans des circonstances un peu où ça craint, voilà, en pleine mer, océan, donc en pleine tempête. Donc après, à quoi ça va correspondre, je me demande bien, parce que dans les livres, les elfes, une partie ont traversé effectivement l'océan à la mer, grâce au navire des Téléri qu'ils ont récupéré après le massacre fratricide qui a eu lieu à Calendé au premier âge, du coup. Donc de toute façon, sur la série, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous verrons concernant notamment quelques événements du premier âge via les yeux de Galadriel. Il est fort probable que ça arrivera. Tout se ressemble dans le visuel de l'Heroic Fantasy. Maintenant, c'est chiant. C'est peut-être... Je suis d'accord avec vous, effectivement, au niveau des visuels, en règle générale, c'est ce qui ressort le plus et c'est assez chiant. Gravissime, je trouve. Un savant mélange de The Witcher à la Netflix, des coupes de cheveux Narnia Diaz, qui est du color washing, marketing, vraiment, ça fait pitié. Je m'attends à quelques scènes bien réussites, mais à des personnages totalement vides de sens ou même de charisme. Galadriel a l'air bien à l'étroit dans son armure et Elrond ne fait office que de gamin à la coupe bobo dans les bois. Oui, alors c'est normal que Elrond fasse gamin, parce que Elrond a tout pété au début de la série, il a tout pété 20 à 40 ans. Elrond est tout jeune au second âge, donc c'est pas étonnant qu'il fasse tout gamin. Et Galadriel, bon par contre, Galadriel a quand même facilement, allez, minimum 1000 ans déjà d'existence. Mais oui, mais ils en sont à quelle étape de post-prod? Je sais pas, je sais pas trop à quelle étape ils en sont. On va continuer, alors avec cette image là qui est totalement chelou,
hein, faut l'admettre, hein, c'est bizarre, c'est très cheap au niveau des costumes. Mais de ce que ça dit, de ce qui était dit, c'est que ce sont du coup, donc on a J.A. Bayona, qu'on sait être, qui est réalisateur justement, notamment de Jurassic World par exemple. On sait que c'est lui qui a réalisé les 2 premiers épisodes. Et donc là, c'est J.A. Bayona qui est en train de montrer quelque chose. Ah, il semblerait 2 nomades chasseurs justement justement dans une espèce de champ de la Terre du Milieu qui sont là. Donc c'est assez chelou, les bois de serre derrière. Je comprends pas le choix du truc. Je vois pas à quoi ça peut correspondre. Ça me paraît un peu trop con comme truc. Antoine Berth, salut à toi. Je suis assez déçu par cette diversité forcée. Je ne comprends pas le projet derrière cette démarche. On va en parler après. Même tout gamin à 40 ans, la ligne artistique voulait au moins des longs cheveux pour les elfes. Là, je n'y fais rien. Enfin après, j'ai 40 ans. L'elfe qui nous montre, c'est forcément un elfe qui a plus de 100 ans, c'est sûr. Parce que, il faut savoir, c'est que les elfes, les enfants elfes, sont... quand un enfant humain a 8 ans et la taille d'un enfant humain a 8 ans, un enfant elfe peut encore, à 50 ans, avoir la taille d'un enfant de 8 ans. Et parce que les elfes grandissent très lentement, vu qu'ils sont du coup immortels et qu'ils vivent longtemps. Donc cette photo est très étrange. On est d'accord que cette photo est très étrange. On va continuer sur les images un peu post-prod. Donc ça on a vu du coup. Voilà. Ouais bah, c'est ça, c'est ce que j'avais là. Du coup DJ Pain on a vu. On va commencer par du coup les images pour moi les moins énigmatiques. À savoir déjà pour commencer celle-ci. Voilà. Qui représente une gonzesse. Oh, cette façon de prononcer gonzesse. Représentant une femme du coup. Incarnée apparemment par Nazanin Boniadis Bronwyn, qui devrait être une femme seule, une guérisseuse, peut-être une apothicaire du coup de la Terre du Milieu, donc après dans les terres du Sud, ils nous disent in the Southlands, donc dans les terres du Sud, donc bon, un personnage créé pour la série, donc allez savoir qui c'est, donc voilà, donc personnage, on sait pas qui c'est, ça me marque pas trop. Le nouveau personnage qu'on a vu tout à l'heure justement sur le radeau avec Morphy Clark, donc avec Galadriel. Donc lui justement il s'appelle Halbrand. Donc le Halbrand, je ne sais pas du tout qui il est. C'est un personnage aussi qui a été créé pour la série. Personnage unique créé pour la série. Qui est incarné par Charlie Vickers. Donc du coup le personnage s'appelle Halbrand. Un nouveau caractère qui serait apparemment un fugitif qui fuirait son passé. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent par rapport à ce personnage là. Je me suis dit, mais what the fuck, crossover avec Star Wars. Pour le coup, c'est plutôt proche de la photographie des films de Jackson. Ouais, pour le coup. Je rappelle que la plupart des images qu'on voit sont pour beaucoup des images qui ne sortent pas forcément des films, enfin de la série, et qui sont plutôt pour certaines des images peut-être promotionnelles. Enfin, pour certaines qui sont même promotionnelles, je dirais. Donc, Halbrand. Ensuite, on va passer à cette image-là. Voilà. Donc, du coup, un elfe qui justement fait gueuler, les gens gueulent sur internet, alors que pourtant, bah. Il est beau. Alors, on en avait parlé justement de ce personnage-là, notamment dans la dernière vidéo sur YouTube, hein, pour ceux qui se rappellent. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de ce personnage-là, notamment avec le poster justement qui était centré sur ce torse-là, et j'avais pensé que c'était un Druidine, donc des hommes des terres du milieu, une forme de race humaine un peu différente. Par rapport notamment au torse qui donnait l'illusion. Donc on voit du coup que c'est effectivement une armure, elle semblerait en bois. J'allais dire en carton, une armure en bois. Et du coup, en fait, c'est l'acteur, comment il s'appelle, Ismael Cruz Cordova, qui a de magnifiques yeux, et j'en reviens toujours pas, ce mec-là a des yeux qui sont absolument dingues, et j'adore, qui du coup joue un elfe du nom de Arondir, et ce serait un genre d'elfe sylvestre, donc c'est un caractère qui a aussi été créé pour la série. Donc après, à voir... qu'est-ce qu'il va faire dans la série, quelle est son histoire, ce genre de choses. Donc je suis très curieux de voir ce personnage là. J'espère qu'il est bien amené en tout cas. Donc par rapport à son histoire, tout ça, donc on verra bien. Il y a beaucoup de gens qui gueulaient, ouais, il est noir, machin, c'est un elfe noir. Alors oui, effectivement, à la base, en Terre du Milieu, les elfes sont une race purement de blancs. Complètement. Les elfes dont on entend parler, qui sont plus ou moins des elfes, ce qu'on appelle des elfes noirs, ils ne sont pas noirs de peau, mais noirs au niveau du caractère.
par exemple, je sais plus comment il s'appelait, c'était Éole, je crois qu'il s'appelait, ou Malvégil, je sais plus, je sais plus. Bref, vous me direz ça en commentaire dans le chat, ou dans le chat là maintenant si vous avez, sinon en commentaire sur YouTube. Il y a deux elfes comme ça au premier âge, qu'on sait qu'ils sont de mauvais elfes, ils sont méchants, enfin ils sont mal intentionnés, mais ils ne sont pas noirs de peau. Après, effectivement, on est dans la mouvance de maintenant, effectivement, on essaie de faire en sorte d'avoir des ethnies représentées un peu partout, dans les séries, les films. Beaucoup de gens vont gueuler. J'aurais été franchement, j'aurais été du même avis il y a quelques années. Si entre temps j'avais pas évolué 2 secondes au niveau de ma tête et en me disant juste arrêtons les conneries, il y a quelques années j'aurais pensé comme ça. Maintenant c'est plus le cas. Donc moi maintenant je suis juste curieux de voir qui est le personnage, qu'est-ce qu'il va faire, d'où il vient. Voilà, ça c'est un personnage qui m'intrigue. Moi je gueule Galethorn à ce sujet. Mais beaucoup de gens gueulent à ce sujet-là. Je comprends tout à fait, c'est bizarre. La plupart des gens ont en tête les films de Peter Jackson où tous les personnages principaux et secondaires sont blancs. Tous. Les seules personnes qui ont le teint mat ou noir, le teint mat ou noir type oriental ou latin, ce sont des orques, des Haradrim, enfin du coup des Sudrons, des Corsaires d'Umbar ou des hommes d'Orjun. Après c'est logique en termes du milieu, oui, mais il faut savoir quand même que en Eriador, il y a des gens qui ont le teint mat. Donc dans la région de la comté, dans l'ancien Arnor, il y a des humains qui ont le teint mat, qui ont la peau noire. On a la même chose au Gondor, on a pas mal dans le territoire au Gondor. Sur le Gondor, on voit les films, on se dit putain ils sont tous blancs, mais il y a une région par exemple au sud de Minas Tirith qu'on appelle l'Osarnak, donc la région des porteurs de haches en gros, qui justement avait le teint mat. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément, enfin qu'on sait. La race humaine, peu importe où elle est, effectivement, après ça reste de la fantasy. Donc on a toujours les clichés de la fantasy, dans les régions arabes, enfin dans les régions où il fait chaud, ce genre de choses, c'est généralement des gens typés arabes, enfin oriental, ou des typés mongols, genre le Varek de Krand, dans l'extrême est, c'est des typés mongols, quelque chose comme ça. C'est vrai que concernant les elfes, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, les gens n'ont pas l'habitude, c'est normal, c'est nouveau. Et ça fait chier, je comprends que ça fasse chier. Après il y avait cette deuxième image justement qui représentait justement encore une fois le personnage de Ismael Cruz, Cordova, donc Arondir, en train de discuter justement avec une humaine. Et je pense que c'est l'apothicaire qu'on a vu juste avant. Ça doit être la femme qui joue l'apothicaire juste avant. Donc dans des ruines, dans une espèce de village, donc on doit être quelque part justement dans les terres sud, vu que c'est une apothicaire des terres sud de la Terre du Milieu, c'est ce qui était indiqué. Donc je pense que ça peut être, ces deux personnages doivent avoir un certain lien. Je t'envoie une vidéo de suite. C'est n'importe quoi, je t'envoie une vidéo de suite. Bon, je regardais. Attends, on va regarder ça vite fait. Ça parle de quoi? Ah, le whitewashing, ah oui, mais c'est le chef otaku. Je regarderai ça plus tard de mon côté. Moi, je vous donne mon avis. Je ne veux pas savoir son avis pour l'instant. Moi, ce que je vous dis comme avis, c'est mon avis personnel et en même temps l'avis des livres. Ce qu'il y a dans les bouquins. Donc, je peux pas vous inventer, je peux pas vous mentir. Aïe aïe, teint mat, c'est méditerranéen, genre les Italiens, sud, Grand Max. Non, pas non. Ah non, teint mat, c'est justement les types latins, les typés moyen-oriental, typés asiatiques aussi, il y en a ici. Bon, on n'est plus dans le teint mat. Les typés africains, effectivement, comme c'est de la fantasy, on va surtout être du côté du sud de la Terre du Milieu. Ça c'est plus logique, mais on a quand même dans les bouquins, on sait que quand les elfes ont croisé les premiers hommes qu'ils ont croisés étaient avant tout des gens au teint mat. Ils avaient le teint mat, ou étaient blancs, ou étaient noirs, ils avaient de tout. Ou avaient le type mongol, enfin le type asiatique quoi. Pourtant dans The Witcher ça n'a pas posé de problème. Bah oui, mais bon The Witcher c'est beaucoup moins connu que Seigneur des Anneaux quoi. La question n'est pas là, c'est juste une vision américaine de la pluralité de leur société. L'idée n'est pas de se dire sommes-nous inclusifs, l'idée derrière tout ça c'est comment être certain de se faire un max de blé. Les gens qui sont pas contents vont quand même regarder, alors essayons de le mettre sur dessus. Oui, après effectivement, c'est sûr et certain, on a un intérêt aussi de se dire on va rajouter des gens, voilà, pour justement toucher plus de public. Et malheureusement, c'est à l'image de notre époque. Attends, je riposte parce que je voudrais bien avoir ton avis. Mais il n'y avait pas des elfes à la peau plus sombre parce qu'ils ont manqué de lumière, non? Genre dans les premières migrations, tout ça. Non, ils avaient le teint blanc. Ils avaient la peau blanche. Ils ont toujours eu la peau blanche, les elfes. Bah justement, les premiers elfes sont nés à une époque où le soleil et la lune n'existaient pas. Donc si on veut réfléchir d'un point de vue évolutionniste, ce qui n'existe pas vraiment en Terre du Milieu, à part plus ou moins avec les hobbits, et encore, les elfes ont toujours eu la peau blanche. Parce qu'ils ont vécu sous les étoiles, donc dans le noir.
Bon, déjà, dans les livres, jamais écrit Hobbit noir, jamais écrit Elfe noir, jamais écrit Reine naine noire. Oui, mais c'est pas une raison pour être autant réfractaire. À partir du moment où les acteurs jouent correctement le rôle et que le scénario tourne, ça me dérangera un peu moins. Ça n'enlèvera jamais le fait que dans les bouquins, effectivement, ce n'est pas comme ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Uferlog, sur ce point de vue-là. Mais, mais là, on parle d'une adaptation cinématographique à l'image de la société du 21e siècle. La société des années 2020, 2010-2020. Le Seigneur des Anneaux et l'univers étant écrit dès 1917, à une époque où en Europe on avait très peu de personnes d'origine d'Afrique, d'origine moyen-orientale, du Maghreb, ce genre de choses, et où la norme c'était des blancs. Il faut pas oublier quand même que le professeur, quand il a écrit ses livres et tout ça, il a voulu créer avant tout une mythologie pour les îles britanniques, parce que de son point de vue, les îles britanniques n'avaient pas de mythologie propre, qui était assez ancienne, comme la mythologie romaine, la mythologie égyptienne, sumérienne, acadienne, les mythologies indiennes, ce genre de choses. Donc il faut pas oublier qu'il a créé ça. Et comme il disait lui-même, je me vois mal faire un univers uniquement centré sur l'Angleterre sans incorporer toute la diversité du monde. Le professeur lui-même disait ça. Après, effectivement, là on a le côté du... Effectivement, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude de voir des elfes noirs dans l'univers de Seigneur des Anneaux, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas de base. Des nains noirs, c'est normal. On sait pas par contre. C'est même pas il n'y en a pas de base, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas d'informations concernant les nains. On sait pas vraiment à quoi ils ressemblent au niveau des teintes de peau, on sait pas tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de flou aussi, il faut pas oublier. C'est un univers de fantasy qui n'est pas complet. Le professeur est mort avant même d'avoir fini son univers. Faut pas oublier que c'est son fils, Christopher Tolkien, qui a repris la suite jusqu'à sa mort en 2021, et avec la sortie du dernier bouquin qu'il a fait, qui était La chute de Gondolin. Il y a énormément d'informations qu'on n'a pas, et en plus, nous, public francophone, nous n'avons pas accès à tous les autres bouquins qui n'ont pas été traduits et qui sont encore réservés aux anglophones. Tous les History of Middle-earth que nous n'avons pas doivent être remplis d'une mine d'informations que nous, en France, nous n'avons pas. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent changer. Après, rappelons quand même que Amazon n'a que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Mais dans les bouquins, par contre, concernant juste les livres, si on oublie la série, effectivement, il y a des tonnes d'informations que nous n'avons pas. Et il faut pas oublier ces informations-là. Donc, il faut pas être de but en blanc en merde. Ouais, il y a des noirs, c'est pas normal. Ouais, non, une femme naine, une femme noire, machin. Faut pas être de but en blanc comme ça. Déjà, on n'a même pas encore vu le thriller. On n'a même pas encore vu la saison. Donc pour l'instant, regardons tout ce qu'il y a, analysons, on peut ne pas être content, je suis complètement d'accord. Ça peut faire chier, parce qu'on est tous attachés au bouquin, ou alors tous attachés à la vision de Peter Jackson. Qui, mine de rien, la direction artistique de Peter Jackson, je suis désolé, mais on est sur du haut du panier. Hein. Par rapport à ce que je vois sur Amazon, là, Peter Jackson, c'est au-dessus. Hein. Mais ça, c'est mon avis. Mais il faut pas oublier toutes ces données-là. Donc du coup reprenons avec ce truc là. Ensuite au niveau images, on va taper maintenant dans les images qui moi commencent à me faire plaisir. On va taper notamment avec Durin, quatrième du nom. Alors le personnage nain qui s'appelle qui est incarné par Owain Arthur et qui serait le prince Durin IV, prince de justement la magnifique cité souterraine de Khazad-dûm, futur Moria, qui veut dire le gouffre noir en Sindarin. Donc y a pas à dire, là, il y a rien à dire. Là, on a un nain. Ça, c'est un nain. Ça, c'est un nain, tel qu'on les aime. C'est un nain. Il est barbu. Il a le front légèrement proéminent, le nez en avant, parce que bon, ils ont un excellent flair, les nains, faut pas oublier. C'est un longue barbe. C'est un nain des longues barbes, logique. Le clan des longues barbes, c'est un des clans les plus importants, l'un des clans nains les plus importants. C'est là d'où descend notamment le premier. C'est un clan qui descend notamment du tout premier des nains, à savoir Durin. Durin the Faceless, je sais plus comment ils disent en anglais. Durin l'immortel, en gros. Et donc là nous avons Durin 4. Il va falloir que je revérifie mes informations au niveau de ce personnage là, mais je vous invite à le faire aussi de votre côté. Donc là du coup nous aurons le nain Durin 4 incarné par Owain Arthur. On est sûr qu'il a une belle gueule, lui il est beau, c'est un beau nain comme on les aime. Pas d'accord, c'est encore une fois mettre en sous-œuvre le style Heroic Fantasy. Et c'est justement ce que Tolkien voulait éviter en créant son œuvre pour remettre l'héroïque sur le devant de la scène et donner ses lettres de noblesse. Exemple, faire un biopic sur Churchill et le remplacer par un Asiate, tout le monde gueule. Remplacer Gandalf en chinois, c'est pas grave, c'est que de la fantasy. Non, désolé, c'est une œuvre de fantasy européenne.
Et gardez toujours à l'esprit qu'on peut dire ce qu'on veut pour justifier ses choix, bouquins, inclusion, etc. C'est toujours des questions de pognon derrière, n'oubliez jamais, c'est la seule motivation. Je suis d'accord avec toi sur le point de vue qu'effectivement, c'est une fantaisie européenne. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ça fasse chier un nombre incalculable de personnes. Parce que, ah, il y a un acteur noir. Sauf qu'à partir du moment où ça fait chier comme ça, pour moi, ce n'est plus juste ça fait chier, c'est un acteur noir qui joue un personnage blanc. Ou alors ils nous prennent des personnages qui sont alors que c'est une histoire européenne. Là-dedans, moi, à partir de là, je vois du racisme. C'est même plus du, ah, il y a un personnage noir, il a rien à foutre là. Non, là personnellement, c'est mon avis. Hein. Mais de mon avis, les gens qui réagissent comme ça, pour moi, c'est du racisme, ça. Enfin, c'est de l'anticommunautariste. C'est ne pas accepter le fait que... qu'on puisse... Enfin, ce n'est pas accepter le fait que des choses changent. Après, c'est un peu un point de vue extrémiste que je vous arbore. Mais je comprends tout à fait que ça fasse chier. Mais de là à être quand même en mode... La violence tout de suite, en mode non, c'est pas normal, non, machin. Ok. Moi aussi, ça me fait chier qu'effectivement, on ait des acteurs qui sont noirs, qui n'ont rien à foutre en terre du milieu. Oui. Parce que techniquement, enfin en terre du milieu, qui n'ont rien à faire dans certaines races. Notamment les elfes. Oui, moi aussi ça me fait chier. Mais c'est pas pour ça, que je vais gueuler, que je vais faire un scandale. On fait avec. Va falloir qu'on arrive à accepter aussi le fait que ce soit une adaptation. Ils veulent mettre des choses en place. Effectivement, c'est chiant. Il y a le côté tête inclusif, le côté culture woke ou j'en sais rien. Mais quand même. Oui, je te rejoins pas mal là-dessus, Gaëtan. Ouais. Pourquoi on fait pas d'œuvres sur le folklore congolais? Ça existe pourtant. Bah parce que ça vend pas. Tout simplement. C'est pas connu, ça ne vend pas, ça n'a pas d'intérêt, ça ne rapporterait pas d'argent. La question est là, Utherlock. On revient exactement à ce que tu disais. L'argent. Je suis d'accord que ce soit du racisme. Enfin, c'est un racisme qui est pas assumé, je dirais, d'une certaine façon, pour beaucoup. Hein. Je dis pas toi, Utherlock, hein. Je dis pour la plupart des imbéciles qui sont là en mode ouais, il y a des noirs dans la série, inacceptable, parce qu'on a des abrutis. Hein. Putain, allez sur Twitter, vous en allez voir des cons. Hein. Bonsoir Kazardi, tout à fait d'accord, il est normal d'inclure la diversité de notre monde dans nos fantaisies, il n'y a pas de dimension historique. Oui, là justement, et là la différence. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de côté historique. C'est un putain d'univers de fantasy, merde. Des gens pètent un câble pour un univers fantasy, ok. Qu'on veuille respecter l'œuvre, je suis tout à fait d'accord, mais dans ce cas-là, gueulons sur les films de Peter Jackson. La baston entre Gandalf et Saruman n'existe pas dans le bouquin. Saruman qui meurt en Isengard dans le tour du roi, il est pas censé mourir là, il est censé mourir dans la communauté, l'anneau. Enfin, il est censé mourir dans la comté. On voit pas Tom Bombadil. Ah mon dieu, on voit pas Tom Bombadil. Je sais pas. Il y a plein de trucs dans les films de Peter Jackson qui ne sont pas censés être là et qui pourtant sont là. Et les gens ont gueulé à l'époque, mais pas autant qu'on gueule pour la série qui est même pas encore sortie. Ça devient dingue. C'est surtout une américanisation d'une œuvre européenne. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les ricains ont toujours tendance à vouloir transposer les problèmes de leur société, de dégénérer sur tout et n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord aussi. Je vous avoue que les Américains, je les porte pas dans mon cœur. Hein. Alors pour le vendre, faudrait faire des œuvres de folklore congolais avec des acteurs blancs pour que ça marche, et ensuite ça gueulerait. Ça pourrait marcher. Si on prend ça, ça pourrait marcher. Aucun racisme derrière tout ça, je suis contre Jeff Bezos et la société américaine. Bah, là-dessus, je vous rejoins, effectivement, c'est un truc américanisé, voilà, effectivement, il y a le côté, bon, bah, merde, les Américains, quoi, donc, bah oui, ça casse les couilles, je suis d'accord, ça casse les couilles. Bah c'est ça, c'est un univers de fiction, mais c'est pas pour autant insultant d'intégrer un peuple noir chez Tolkien, en plus, ils ont peut-être une justification, je laisse le bénéfice du doute. Oui, tout dépend comment ils tournent ça dans la série, parce que regardez, par exemple, les chroniques de Bridgerton, qui est une série justement qui parle de l'Angleterre, plus ou moins d'histoire entre des familles nobles de l'aristocratie britannique durant l'ère victorienne, tout ça. Dans la série, le bouquin, c'est que des blancs vu qu'on est en Angleterre. Dans la série, il y a des noirs, il y a des métis. Et ils ont justifié ça dans la série par le fait que le roi d'Angleterre est tombé amoureux d'une femme noire. Il est tombé amoureux d'une femme noire. Et du coup, c'est comme ça que comme le roi avait tombé d'une femme noire et l'a accepté, enfin, on n'est pas à l'époque victorienne, ça change un peu, enfin bref. Et il l'a accepté, bah du coup, ça a cassé tout un autre truc. C'est pas pour autant, les gens ne gueulent pas comme des malades sur la série Bridgerton, pour autant que je sache. Et ça n'empêche pas que la série est géniale. Et que Kathleen, donc ma chérie, du coup, elle est en train de lire les bouquins, et elle est pas en train de péter un câble en mode ouais, c'est des blancs, non.
Enfin, c'est un exemple personnel, mais c'est un exemple comme un autre. Là, ça rend bien. C'est pas là. Ah voilà, hop, 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 hop. Donc du coup, là, l'image qui fait gueuler beaucoup les gens aussi, du coup, à savoir cette femme naine incarnée par une actrice afro, qui fait gueuler beaucoup les gens. Comme le JDG a dit, je veux savoir au niveau du lore. Je suis tout à fait d'accord. Et là, j'étais tout à fait d'accord avec Céline, justement, le joueur du grenier, parce qu'il s'est pris une shitstorm sur la gueule, c'est improbable ce qui lui est arrivé. On veut savoir, je suis complètement d'accord avec lui, on veut savoir comment au niveau du lore il le justifie. Tiens, il y a une histoire pareille avec Louis XIV. Oui, il y avait un truc comme ça, ouais. En vrai, à partir du moment où l'ethnie et la couleur de peau a aucune importance dans l'histoire, bah je vois pas forcément le souci. Je suis assez d'accord là-dessus aussi. Peter Jackson avait encore cette idée britannique de la conception de l'œuvre en tant que néo-zélandais. Tout à fait. Là, on a affaire à des couillons de ricains qui arrivent avec leurs grosses armures et leur conception du monde, de leur conception du monde. On est d'accord qu'effectivement, les Américains, ils ont une conception de la fantasy et notamment du Moyen-Âge en Europe complètement biaisée. Ça, on est d'accord. De l'inclusion, j'ai jamais vu un peuple avoir autant asservi les minorités et envahir autant de pays. Je pense qu'ils veulent tous s'excuser sur du black mort sous leur botte d'un putain de racisme policier. C'est assez violent comment tu le dis, mais je pense qu'il y a ça aussi. Effectivement, ils veulent se justifier, ils veulent se rattraper un maximum. Ils s'engueulent pour des hobbits noirs. Ouais, mais c'est n'importe quoi, ça part en couille. En vrai, elle est classe. Bah, en vrai, elle est classe. On va en parler précisément après. Mais le problème, elle est où sa barbe? Alors, effectivement, la plupart des gens ont pété un câble, et moi le premier, sur le fait que, ok, la coiffe est cool, ça fait une coiffe naine, machin, c'est très tout ça, mais effectivement, où est sa barbe? Parce que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, les femmes naines, il y a une légende urbaine en Terre du Milieu qui veut que la plupart des peuples pensent que les nains jaillissent des trucs qui sont dans le sol. Parce que justement, la plupart des races de la Terre du Milieu ne sont pas capables de faire la différence entre un homme nain et une femme naine. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi près au niveau du poids et aussi proches au niveau de la voix et de la balance, comme dit Gimli, qu'on les confond souvent avec des hommes. Et ça c'est vrai parce que les femmes naines ont des barbes très fournies aussi, très décorées, très bien tressées comme tous les nains. Et là, on a une femme naine qui va être on nous dit une princesse naine du nom de Dissa. Son prénom serait Dissa, D-I-S-A, qui est incarnée justement par l'actrice Sophia Namweti. J'espère ne pas écorcher son prénom. Du coup, qui sera justement, qui est apparemment devant une entrée de Casa Doom, apparemment. Alors, je vous avoue que moi, quand j'ai vu la première fois, bah, ok, je savais que c'était une naine, mais le fond fait beaucoup plus nain pour moi que l'actrice. Après, on crache un peu, mais il y a un mec il y a un gars sur Twitter justement, donc je vous le mets là, Mister Kida, qui a éclairci un peu plus justement qui a éclairci un max l'image, et du coup on constate du coup sur les côtés qu'il y a de la barbe. Alors c'est sûr, c'est pas la barbe de notre nain qu'on a vu juste avant, de notre Durin 4, mais il y a de la barbe. Donc le personnage finalement ne sera pas si imberbe qu'on le pense. Donc on peut gueuler, mais il ne sera pas si imberbe. Mais après c'est vrai que quand on regarde certaines images qu'on peut trouver sur internet de femmes naines avec de magnifiques barbes, ou même moi par rapport à mes expériences de jeux de rôliste et de jeux de rôle grandeur nature, le nombre de fois que j'ai vu justement des femmes, des joueuses qui s'étaient fait chier à faire une vraie barbe bien travaillée et tout pour faire une vraie naine, c'est vrai que ça fait un peu chier de voir ça. Une femme naine qui n'a pas de barbe. C'est bizarre. On peut se le dire, c'est bizarre. Mais bon, comme on a vu juste avant, on a justement ce gars-là qui a éclairé un max le truc, donc du coup, on sait que le personnage ne sera pas du coup un berbe as fuck. Ça, oui. Ce sera pas un berbe as fuck. Hello, salut Gérien Show, comment tu vas? Bonsoir Postea, comment tu vas? Apparemment, en augmentant la luminosité, elle a de la barbe légère sur la... Bah tiens, justement, on en parlait. Ah bah voilà, tu l'as vu aussi, voilà, c'est ça. Et elle se rase peut-être, mais ça semble bizarre. Bah les nains ne se rasent pas. Et ça, c'est un autre problème. Les nains ne se rasent pas parce que justement les barbes c'est vraiment une particularité de leur race et ils en sont putain de fiers. Tu m'étonnes, une race qui a des barbes énormes, qui tous les tresses, qui font des trucs, toute leur culture est basée uniquement... C'est limite si leur culture n'est pas basée que sur les barbes. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Les rouflaquettes, c'est c'est une reine rouflaquettée. Mais même regardez, on regarde de plus près. Sans même mettre la luminosité à fond, on constate qui est des rouflaquettes. Ah oui.
Où on nous prendrait un peu pour des couillons là. Oui, après, je pense qu'il y a aussi un choix artistique dans le fait que la plupart des gens, quand je dis des gens, c'est les gens qui ont juste vu les films et qui n'ont jamais eu les bouquins, ou qui n'ont jamais vu les films et ne connaissent pas forcément grand chose à la fantasy. La plupart des gens ne savent pas que. La plupart des gens ne savent pas que les... Il n'y a plus de musique ou c'est moi? Ah, voilà. La plupart des gens ne savent pas que les nains, que les femmes naines notamment, je veux dire, la plupart des gens ne savent pas que les femmes naines ont de la barbe. La plupart des gens ne le savent pas, ça. Donc je pense qu'il y a un choix artistique pour dire, voilà, on a une femme naine, effectivement qui ressemble plus à une humaine qu'à une naine, mais bon, avec un peu de barbe pour pas trop choquer. Parce que, faut le dire, hein, la plupart des gens qui vont regarder cette série, soit il y a des fans hardcore comme nous, comme vous et moi, ou des gens qui ont vu les films, qui connaissent quand même un minimum l'univers, et les restes, les gens, les gens qui connaissent pas tous les novices, et les cons. Il faut rajouter les cons dans le lot. Donc on va avoir beaucoup de cons. De toute façon, quand vous regardez Twitter ou les autres réseaux, quand vous voyez des mecs les gens qui gueulent en mode ouais, c'est pas normal, machin, mais qui vous donnent pas d'arguments logiques, c'est des abrutis. Ça, c'est mon avis. C'est beaucoup d'abrutis. Désolé sur YouTube, hein, si vous vous sentez concerné, no offense, no offense. Chez Peter Jackson, il avait fait l'erreur dans le Hobbit. Bah non, justement. Regardez bien les scènes où on voit les femmes naines, quand elles fuient Erebor par exemple, on les voit avec des barbes. Regardez bien, regardez bien. En vrai, s'ils ont choisi d'enlever la barbe pour pas choquer, bah c'est vraiment nul. En plus, ça ferait possible aux gens qui ont des troubles hormonaux. Et je blague pas. C'est vrai, quelque part, s'il y a des femmes qui, par exemple, qui ont des problèmes hormonaux qui ont de la barbe, c'est dommage de retirer la barbe. C'est un peu dommage. Du coup, on va passer du coup aux images suivantes. Ils ont gueulé pour Elendil soit vivant, certains couillons. Oui, mais forcément qu'il est vivant en nos deux images, bordel. Putain, mais il y a des couillons vraiment comme ça? C'est une blague. Du coup, maintenant, on va passer à une image suivante. Enfin, on va passer à autre chose. On va passer maintenant sur cette image-là où on voit justement Elrond à notre gauche et à Galadriel à notre droite. Merde, j'ai viré le truc de Variety que j'avais sous le nez, j'en ai besoin. Nom de Dieu, abruti, Gaël, tu es con. Et j'ai besoin du truc. Où c'est? Twitter, rends-moi le truc. Et. Voilà, merci. Variety sous mon nez, j'ai besoin de toi. Donc, tac, on retourne sur l'image. Voilà. Donc, nous avons effectivement cette image-là, maintenant qui représente du coup Elrond, qui est incarné par donc Elrond, le semi-elfe, qui est incarné par Robert Aramayo, qui, je le rappelle, avait incarné justement Eddard Stark, jeune, dans la saison 6 de Game of Thrones. Et aux côtés de Galadriel, incarné par Morphy Clark, du coup, toujours, qui serait, du coup, dans cette image-là, qui sont réunis dans le plus majestueux des royaumes elfiques à l'époque du deuxième âge, donc avant la naissance de la Lothlórien ou même de la fondation d'Imladris, donc Foncombe, justement dans le royaume elfique du Lindon. Donc je vais vous sortir une map de la terre de la terre des milieux, de la terre de l'Ardèche. Tac, voilà. Donc le Lindon, c'est ici. Le Lindon, c'est cette partie du monde. Bah, c'est dans ce coin-là, où justement, d'ailleurs, nous voyons à la fin du Seigneur des Anneaux les trois elfes, donc Celeborn, Elrond et Galadriel, ainsi que Gandalf le Blanc et Bilbon, quitter la Terre du Milieu en passant par ici. Donc voilà, à partir du port de Mithrond, donc les Havres Gris. Donc on sait que du coup, donc voilà, donc ça va être ici. Là, le Lindon, c'est ici, hein, voilà. Ah, bah c'est peut-être moi, mais la dernière fois, je m'étais aussi fait la réflexion la dernière fois. Ouais. Oh, elle est classe cette image, ça pourrait faire un bon wallpaper. Effectivement, ça peut être très joli en wallpaper. J'ai vu des gens dire que si on voyait pas Aragorn jeune ou Sméagol, ça allait être de la merde. Mais de toute façon, c'est pas la même époque, on est 3000 ans en arrière minimum, donc forcément, il est pas là. Ouais, il y a des gens qui pensent ça dans les limbes de Facebook. Non mais c'est Facebook les gens, c'est Facebook. Facebook est rempli de boomers quasiment maintenant, il y a une grande majorité de boomers là-bas. Au secours, grand Iluvatar. Mais du coup, voilà, nous avons Robert Aramayo ici et Morphy Clark, du coup, qui se retrouveraient au Lindon. Alors, au niveau des costumes, c'est plutôt joli. J'aime bien. C'est au niveau de ce qu'on voit, pour l'instant, c'est sympa. Après, moi, je vous avoue, moi, dans mon cœur, Galadriel, c'est Cate Blanchett. Voilà. Moi, depuis que je suis gamin, je suis amoureux de Cate Blanchett. Cate Blanchett, c'est ma waifu. C'est la femme de mes rêves. C'est mon amour à tout prix. Bon, j'ai mon amour qui est là aussi. Me tape pas dessus si tu vois la vidéo ou si tu m'entends derrière.
elle m'aurait pas entendu. Mais effectivement, c'est ma waifu. Mais je suis prêt à laisser un espace dans mon cœur à Morphy Clark qui, de toute façon, il faut quand même admettre, est quand même une belle femme. Donc moi, de mon point de vue complètement pénis, femme belle, réagir comme Cro-Magnon, moi être content. Mais je suis surtout curieux de voir son jeu d'acteur à elle. Et notamment aussi à Robert Aramayo qui joue du coup Elrond. Les costumes, c'est beau, oui. Alors les costumes, c'est plutôt beau. Effectivement, les costumes sont plutôt sympas. Ah bah Kate, ah bah oui, mais Kate Blanchett, c'est l'amour, c'est mon amour, mon enfance. Rendez-nous Kate. Alors elle, c'est CAT. Kate, c'est ma femme. Je sais pas pourquoi, mais cette photo, Elrond me fait penser à un satyre plus qu'à un elfe. Ouais, on a l'impression... Alors, de loin, on dirait qu'il a un bouc et qu'il a peut-être des cornes sur la tête. Monsieur Tumnus. C'est Monsieur Tumnus. Ah putain, Narnia m'a bousillé mon esprit. Monsieur Tumnus. Donc du coup, on va passer justement à l'image... à l'image, représentant du coup Elrond. Représentant Elrond, donc du coup de plus près. Donc là, nous avons un Elrond, jeune, très jeune même, parce que faut quand même savoir qu'à l'époque où lui, à mon avis, va débarquer, il aura même pas 1000 ans. Je pense, oui, selon l'époque où il commence sa série, soit il a même pas 1000 ans, soit il a tout pété 1500 ans. Donc effectivement, il est très jeune. Mais de toute façon, les elfes après sont immortels et ne vieillissent pas. Et on ne peut pas reprendre Kate Blanchett et Hugo Weaving, donc aka Galadriel, respectivement Galadriel et Elrond, parce que les mecs déjà ont plus de 40 balais. Ils ont presque ça, ils ont plus de 50 piges. Donc même avec de la CGI, ça va piquer les yeux. Ça sera compliqué. Donc laissons place à la nouvelle génération. Ce charisme proche du néant. Mais faut pas. Là de ce qu'ils disent en tout cas, au niveau de l'image justement de Elrond, ce qu'ils disent c'est que du coup Elrond le semi-elfe, là il nous parle justement du potentiel, de son potentiel politique et de ses ambitions en tant que... en tant que futur leader. Parce qu'à ce moment-là, quand même, Elrond, effectivement, a un passé tout ce qui est de plus glorieux, parce que bon, il descend quand même des Arendil, il descend aussi de Beren et d'Idril, il descend de la maison de Hareth et de Hador, deux grandes maisons des hommes, il descend d'une grande lignée elfique qui remonte jusqu'à Eruthingol, avec aussi... Il a quand même du sang... Le gars a quand même du sang d'homme, du sang d'elfe, du sang de Maillard, donc je rappelle que les Mayas ce sont parmi les divinités, justement de la Terre du Milieu avec les Valar. Gandalf est un Maya, Sauron est un Maya, les Balrogs sont des Mayas, donc des sortes de dieux. Donc on le soulignait déjà de base il est pété. De base au niveau de son sang il est pété. Le mec tu veux lui foutre un virus, le virus ça fait un nique ta mère, je me casse. Covidus, va te faire foutre. Donc le Elrond déjà de base est pété. Donc moi de toute façon je suis curieux de voir comment il va incarner le personnage, comment il va être amené à l'écran comme Galadriel. J'espère que vous aussi vous êtes assez curieux là-dessus. Voilà. Effectivement, comparé à Hugo Weaving, c'est sûr qu'au niveau du charisme, on n'est pas sur le même truc, mais on verra bien. On verra bien. Il ressemble au prince dans Shrek. Oh, c'est méchant. C'est charmant. C'est charmant. Charmant et Monsieur Tumnus mélangés. Oh putain, il faut faire un mème là-dessus. Faites-moi un mème. Je veux vous voir. Amusez-vous sur le Discord. Pareil sur YouTube. Amusez-vous à me faire des mèmes de ça. Un mélange de Tumnus et du prince charmant dans Shrek sur le Discord. Je veux voir ça. Amusez-vous à faire ça. Je veux voir ça, putain. Je veux voir ça. Ah, faites-moi marrer là-dessus. Donc du coup, voilà. Nous avons du coup notre Elrond. Et on va finir du coup sur l'image. The image. Qui est pour moi la plus marquante de toutes les photos qui nous ont été montrées. Galadriel en armure. Parce que putain de sa mère, et on a du charisme là-dessus. Moi je vous le dis, pour moi là c'est couillu. Là j'ai une Galadriel jeune, impétueuse, énergique. Dans cette image-là, je ressens tout ça personnellement. Hein. Une Galadriel jeune, impétueuse, énergique, prêt à se battre à la recherche des forces du mal. Bref, un truc qui envoie du pâté. Là je vois et Jeanne d'Arc aussi. Ah oui bah tiens, tu le dis aussi. Effectivement, ça peut faire penser aussi on peut penser aussi aux Jeanne d'Arc de Luc Besson. Après l'armure, on pourrait se dire qu'elle fait cheap. C'est sûr que... attendez, on va prendre des images un peu... un peu plus... Oh non, j'ai viré. Non, j'ai viré de le Twitter. J'ai viré la musique aussi. Abruti, mais ta gueule. Arrête la musique, pouf. Voilà. Donc effectivement, là, notre Galadriel... Alors l'armure peut faire très cheap, je suis assez d'accord. J'ai l'impression de voir une armure quand même de jeu de nature. Ça fait très plastique. Ça se voit. Enfin, pour quelqu'un qui a l'œil, ça se voit. Moi, en tout cas, en tant que reconstituteur historique, je vous avoue que entre son armure et la mienne,
Ah, il y a un monde. Il y a un monde, c'est sûr. Après, bon, ça reste de la fantasy, tout ça. Bon, l'armure est quand même sympa, assez cohérente. On a des trucs style 14e, 15e siècle, donc c'est cohérent. Le plastron est bien proche quand même assez qu'on appelle ça, du design qu'on a justement du plastron et de la petite armure qu'on voit de Galadriel dans la communauté de l'anneau quand elle pète un câble face à Frodo, et dans le Hobbit troisième film où elle chasse Sauron de Dol Guldur. Donc on a un côté assez sympa. L'armure est quand même belle. Faut quand même la mettre. Dans l'ensemble, c'est beau. Bon, la maille de merde qui part dans tous les sens. Je suis désolé, putain, c'est des elfes. Les elfes, ça a quand même porté des armures. Ça, c'est de la merde. C'est de la maille de merde. Ça, faut le dire. C'est de la maille de merde. La plate est pas mal, mais la maille, elle est à chier, merde, putain. Mais les gars, faites un effort. Soyez pas cons. Ok, c'est de la fantaisie, mais excusez-moi. Regardez les armures des Galadrim ou des Noldor dans les films de Peter Jackson. Je suis désolé, c'est un autre level. C'est une autre qualité. Et ça se ressent tout de suite. Oui, je pousse une gueulante, oui. Magnifique, on se croirait dans The Witcher. Au moins, ils lui ont pas fait une des armures avec les boobs. Oui, ça c'est vrai que c'est cool. Ils ont pas fait une armure avec des boobies. Parce que ça n'a pas de sens. Une armure avec des boobies, ça n'a aucun intérêt. Les armures, c'est unisexe déjà. Ouais, c'est débile de faire un espace pour des boobs. Alors vous faites juste une armure un peu plus large et les seins sont calés dedans. Et Thorn, rafraîchis-moi la mémoire. Y a-t-il un seul moment où dans le Silmarillion, Galadriel est en première ligne? Je sais plus. En première ligne, non. Par contre, je crois que dans le Silmarillion, Galadriel, alors c'est pas explicité, je crois, mais normalement, Galadriel s'est déjà battue. Je crois qu'elle sait se battre, je crois, dans mon souvenir. J'ai un doute. J'ai un très gros doute là-dessus. Donc, je t'invite à faire tes recherches de ton côté Farlock. Et le chat, et le Discord. Et YouTube, putain, je me paume avec le truc. Et YouTube, dans vos commentaires, si vous aussi vous avez peut-être des informations là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez vraiment pas. Faut voir comment elles seront sous effet visuel, effectivement. Parce que là, effectivement, ça c'est une image promotionnelle. Donc là, pour l'instant, c'est une image bien éclairée et précise. À mon avis, dans la série, quand on verra les images, ça sera différent. Donc on aura un côté peut-être plus épuré, moins épuré et plus naturel. J'avoue, la cote de maille sur les armures elfes. Puis bon, c'est Galadriel quand même, c'est pas n'importe qui. Oui, effectivement, c'est pas n'importe qui à nos yeux d'habitants du 7ème âge. Mais la Galadriel des Seigneurs des Anneaux, c'est un elfe tellement respecté de ses morts. La machine a 7500 ans. Là, elle a tout pété, elle a 1005. Donc, elle a pas encore acquis la renommée de dingue qu'elle aura 6000 ans plus tard. Même si déjà, elle a une sacrée renommée, hein, quand même à l'époque. Hein. Pas exagéré. Ah bah ils auraient mis les boobs dans l'armure, on aurait eu le mix Jeanne d'Arc, Brienne de Torse, Lagartha et Lux de LOL, quoi. C'est un peu ça, ouais. On aurait mis bordel. Le massacre entre les elfes par les elfes, non, Galethorn, ou c'est trop d'eau. Alors non, le massacre fratricide, il y en a deux. Il y a le massacre fratricide à Akalandei, quand les Noldor veulent récupérer les navires des Teleri et qu'ils disent non. Galadriel n'y a pas participé. Elle l'a vu, mais elle n'a pas participé en combat, dans mon souvenir. Son frère Fingon, lui, je crois, il l'a fait. Ouais. Et il y a un deuxième massacre fratricide entre Noldor et je crois les Sindar durant le premier âge. En tas du milieu, mais je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus c'est lequel. Je vous abandonne, mais je regarderai avec attention la rediff sur YouTube. Bonne soirée à tous. Bah, de toute façon, l'ira des bois, t'as quasiment vu tout ce qu'on avait à dire. Quasiment tout. Donc tu pourras regarder ça sur YouTube après. Mais merci d'être passé, c'est gentil. Bien, du coup, la Galadriel, je suis plutôt content. La coiffe est belle, on a une belle blondeur. Enfin bref, le visage est plutôt sympa. On a une Galadriel jeune. Bon, il y a toujours le côté de elle porte son épée dans le dos, c'est pas logique, machin. Geralt de Rive sort de ce corps, c'est de la merde, les épées dans le dos, ça n'a aucun putain de sens, oui. Mais on est dans un putain d'univers de fantasy. Donc je vais dire merde, même si ça me fait chier au plus haut point. Mais bon, voilà, bon, univers de fantasy, on va accepter, hein, même si tous les personnages dans la version de Peter Jackson ont tous l'épée sur le côté. Le seul connard qui sort des trucs de derrière son dos, c'est Legolas et ces deux pauvres petites dagues qui font moins de 50 cm, donc c'est beaucoup plus facile à dégainer qu'une putain d'épée à deux mains. Allez voir la dernière vidéo de Entrée en lice si vous ne me croyez pas, ou alors allez sur ma chaîne YouTube et regardez mon épisode spécial sur les clichés sur les épées. Il y a ce qu'il faut. Donc, ou au pire, on la regardera un petit peu après. Tiens, on la regardera après, tiens. Mais bref, à part cette putain d'épée dans le dos qui pour moi me fait chier, l'épée est quand même relativement sympa, mais le design est très très moche. Je suis pas fan du design de l'épée perso. Quand on voit ce qu'on a eu dans les films de Peter Jackson, je suis désolé, mais j'aime pas le design de l'épée. Hein. Mais donc du coup, ce qu'ils nous disent, c'est que Galadriel, du coup, là, c'est Galadriel en commandante des armées du Nord. Les armées du Nord de quoi?
de la Terre du Milieu, des armées du Nord au premier âge, ce genre de trucs. Donc allez savoir. Allez savoir, allez savoir. Hein. J'ai vu des gens qui se posaient des questions sur l'étoile de l'armure, l'étoile de Fëanor, à 8 branches aussi. Alors c'est possible effectivement, étant donné que Galadriel est cousine de Fëanor. Elle est cousine de Fëanor parce que si je me rappelle bien c'est ça, elle est cousine de Fëanor. Donc attendez, on va regarder ça. Arbre généalogique de Galadriel. Tac. Merde. De Galadriel. Image. Est-ce qu'on va avoir un truc en français ou en anglais peut-être? L'arbre généalogique de Galadriel. Comment... Putain, comment on dit arbre généalogique en anglais? CTRL-C. Traduction, je sais plus comment on dit un arbre généalogique en anglais. Attends, on va regarder son arbre généalogique, je sais plus. Inverse. Family Tree, putain, bah c'est complètement con, vous savez. Arbre généalogique, c'est Family Tree. Family Tree. Galadriel. Alors, on va voir le beau bordel. Donc ça, non, ça c'est les machins. Ça va être là, je pense. Non, ça c'est un truc Star Wars. La putain de Taras. House Stark. Voir l'image en grand. Donc, Galadriel, elle est où? Où est-ce qu'ils nous l'ont foutu? Elf, Sindar, Audrey, donc ça c'est les hommes du Númenor. Non, c'est pas là. Bah attendez, on va faire un truc plus simple. On va aller sur Tolkien-Dil. Tolkien-Dil, ils ont tout là-bas. Tolkien-Dil. Hop, Galadriel. Galadriel. Et les filles de qui déjà? Galadriel. Tac. Galadriel, voilà, elle est née en l'année 1362 des années des arbres. Donc elle a au moins 1500 ans au moment du second âge. Du coup, donc ça veut dire jeune fille couronnée d'une guirlande radieuse, parce que justement elle a une chevelure dorée extrêmement magnifique. Son nom d'ailleurs en télérin c'est Alatariel, c'est très joli d'ailleurs. Autre nom, Artanis, Nerwen, Dame de Noldor, Dame du Bois doré, Dame Blanche, Dame de Lorien, maître de la maîtresse de la magie. Donc son père c'est Finarfin, c'est ça. Et Finarfin c'est le beau-frère je crois de Fëanor. Finarfin était le second fils de Finwë et d'Indis. Finwë c'est... Finwë... Enfant, c'est ça. Donc effectivement, elle est cousine de Fëanor. Donc effectivement, le fait qu'elle porte sur son plastron une étoile est tout à fait logique parce que c'est le symbole de la maison de Fëanor. Et aussi du coup la maison de son père Finwë. Enfin de son grand-père Finwë. C'est ça, oui. Donc effectivement qu'elle porte une étoile, c'est logique. Et puis de toute façon, l'étoile représente aussi notamment les Silmarils, qui étaient plus ou moins en forme d'étoile. Et qui avaient justement la lumière des arbres de Valinor. Oui, quoi? Attends, quoi? En fait, pour résumer, cette volée d'images, elles sont très mal choisies, je trouve. Je pense que beaucoup de ces images seraient passées crème si pas dévoilées avant. Je pense qu'ils auraient dû rester plus oniriques. Ça se défend. Lié ou pas, aucune idée. Oui. Perso, je donne la note suivante à tout ceci de Osef sur 20. Oh, pas déconner non plus, pas déconner. Mais bon, oui, effectivement, Osef sur 20, si on veut. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Pour l'épée dans le dos, elle la porte en bandoulière. La sangle passe pas en travers du torse. Donc possible que l'épée ne soit pas dans le dos au final. Oui, effectivement, on est d'accord avec ça. Pour rappel, si John Howe est derrière tout cela, il n'aurait pas fait cette erreur en tant que reconstituteur. C'est vrai, mais il y a ce que lui fait et ce que les showrunners ont décidé. Je vous prends un exemple à la con. Hein. Il y a des tas de films historiques, genre Braveheart. Le conseil historique a pas été respecté. On lui a mis un fist au cul et a fait tiens, voilà, l'histoire de William Wallace et de Robert le Bruce, on te la met à l'envers et on va mettre que tous les Écossais ont des kilts. Que la bataille de Stirling s'est passée dans une plaine alors que ça se passe sur un pont. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais le nombre de gars qui n'ont pas été écoutés en tant que conseillers. Donc oui, mais après, effectivement, pour revenir sur l'épée, c'est vrai que bon. Ça fait épée humaine. Non, ça. Ouais, ça fait. Bon, c'est vrai que quand on a les films, dans les films de Jackson en tête, effectivement, les épées là, elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf déjà. Enfin, les épées de base, moi, de ce que j'ai vu de la série, pour l'instant, toutes les armes. La seule arme que j'ai trouvé classe, c'était la dague.
la dague de Galadriel, donc vous savez que mélangée avec l'arbre de Telperion et de la Auréline, que j'en avais parlé d'ailleurs la dernière fois dans la dernière vidéo sur la chaîne YouTube. Donc allez checker ça si vous n'avez pas vu ça, si vous n'avez pas vu ça avant. Bon, c'est un petit peu obsolète maintenant quand on y réfléchit, mais effectivement, bon. Même si c'est débile, parce que je suis désolé, une dague, vous voulez une dague qui tient la route? Voilà, ça c'est une dague. Une dague, ça a une garde pour protéger la main. T'as pas de garde, ta dague c'est de la merde. Ils savent que ça. Après, ok, je digresse, parce qu'il y a aussi les scramasacs scandinaves, qui sont des poignards, qui n'ont pas vraiment de dague. Mais bon, en général, ils ont une dague, ils ont un putain de, ils ont une putain de garde, hein, faites pas chier. Oui, je gueule pour ça. Féanor, c'est oncle plutôt. Oui, oui, plutôt oncle. Attendez. Bah, Finwë. Ah, bah oui, du coup, c'est l'oncle. C'est pas le cousin, c'est l'oncle, oui. Bonsoir, Yavanake Mentari. Comment ça va? Donc, en gros, pour résumer, les images sont intéressantes en général. Il y a des trucs assez chelous quand même. Ça promet. Ça promet. Je pense qu'on va pouvoir passer. Je pense qu'on pourra passer un bon moment. Merci Kimi d'offrir un abonnement à Faustéa. Je ne vais certainement pas s'y attendre. Il ou elle, je ne sais pas, en fait, si tu es un homme ou une femme, peu importe, tu es un humain. Ne faisons pas chier. Mais bien sûr, merci pour l'abonnement. Et voilà, donc en résumé, c'est sympa. Les images sont cool pour une bonne partie. Je suis curieux. Là pour l'instant, maintenant, la seule chose qu'on attend maintenant, ça va être justement la série Seigneur des Anneaux. Enfin, la série, le thriller qui sortira au Super Bowl dans la nuit du 13 au 14 février. Salut Herbera, comment t'as eu? Comment ça va? C'est con, vous êtes beaucoup arrivés là, mais je suis sur la fin de l'analyse. Donc, j'attends le Super Bowl là, dans la nuit du 13 au 14. D'ailleurs, le chat, vu que vous êtes beaucoup à être présents, et YouTube, du coup, vous êtes au courant aussi. Je ferai un live spécial lundi 14 février, je ferai un live spécial, justement. Ça va être, effectivement, c'est de la Saint-Valentin. Mais du coup, je vais devoir faire un live spécial justement pour parler de ça. Parce que il va falloir qu'on analyse la série. Il va falloir qu'on analyse le trailer. Et j'aimerais regarder ça avec vous. Donc je vais me garder toute la journée de tous les spoilers, de toutes les images. Je vais essayer de survivre le plus longtemps possible. Et je vous assure que je vais mourir, je pense, lundi. Donc lundi prochain, je ferai un live spécial analyse du trailer avec vous. On regardera ça. On pètera des câbles devant. On essaiera d'analyser un maximum de choses et après, encore une fois, la rediffusion sera ensuite sur la chaîne YouTube, comme à chaque fois. Donc ceux qui suivent sur YouTube, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo si ça vous plaît. Et pour être tenu au courant au maximum, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur le Discord où je suis très présent, sur Instagram et Twitter où je suis ultra présent aussi maintenant. La page Facebook est plus ou moins mort, donc Osef, vous pouvez venir là-bas aussi, même si j'arrive à faire des trucs. Et du coup aussi à venir me suivre sur Twitch. Et si vous ne le savez pas aussi, venez me suivre sur TikTok parce que je suis extrêmement actif sur TikTok. Vous êtes quand même plus de 70 000 à me suivre là-bas, ce qui est quand même balèze. Donc du coup, en espérant que cette vidéo, cette analyse vous aura plu, YouTube, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serais très curieux de les lire et d'en discuter avec vous. Et encore une fois, à venir aussi si vous voulez en discuter avec moi en DM, ce genre de choses sur Instagram ou Twitter. En tout cas, ça aurait été un sacré morceau à analyser. Je crois que ça a tout pété. On a dû passer 1h15 sur tout le bordel. Donc, je vous fais des bisous à tous YouTube et je vous dis à lundi prochain sur Twitch pour la prochaine analyse de la série. Et sinon, je vous dis à samedi. D'ailleurs, j'en profite, le chat, samedi, je ne ferai pas de live le soir. Je ferai un live à partir de 10h du matin, enfin à partir de 11h. Voilà, de 11h du matin jusqu'à 15h, parce que le soir, je vais être occupé, je vais faire d'autres trucs. Donc on se retrouve samedi, on ne faudra pas oublier qu'on se retrouvera samedi pour justement la suite et j'espère fin de Spartan Total Warrior et continuer justement Skyrim. Donc YouTube, je vous fais des bisous à tous, je vous dis à la prochaine pour d'autres informations sur la Terre du Milieu et ou tout simplement d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et c'était Galethorn des peuples d'Arda pour vous servir. À marier.